Je ne sais pas ce que va devenir cette France aujourd'hui. Cette France qui accueille mais n'en peut plus d'accueillir et qui en réalité ne fait pas les choses pour les gens qui feraient pour elle. En fait, on est obligé aujourd'hui de subir quelque part, et on va me fustiger, mais la loi du martyr. C'est-à-dire qu'on accepte les choses pour pas se faire mettre sur le coin de la figure. Et je reçois aujourd'hui un grand ami d'Israël de longue date, un chrétien engagé. Il a participé à plusieurs missions de soutien pendant la guerre du Liban et œuvre depuis des années, souvent dans l'ombre, au développement des relations entre Israël et les pays africains. Son histoire familiale est également marquée par le sauvetage de Juifs durant la Shoah. Nous sommes très heureux de recevoir Christophe Reneto. Christophe, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi spécialiste de géopolitique, plus particulièrement tout ce qui concerne les pays africains. Mais on va commencer un peu par votre histoire personnelle. Comme je dis, vous n'êtes ni israélien, vous n'êtes pas juif non plus. D'où vient cet attachement à Israël ? Bonjour et merci de m'accueillir. Cet attachement à Israël vient du fait que durant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai des gens de ma famille maternelle, qui ont accueilli bien évidemment des gens qui fuyaient, qui étaient donc des réfugiés, si on peut le dire, notamment juifs. Et il y a une tradition d'accueil, une tradition de... C'est-à-dire votre famille, mes grands-parents maternels, oui. En tout cas, ont caché des juifs pendant la guerre. Voilà, tout au moins un couple de juifs dans un château qui est le château du Bois-Haut en Loire-Atlantique. Mmh. Et donc ça, c'est une chose, ça fait date, si je puis dire. Et puis en 1983, j'ai gagné un concours littéraire qui était le concours de la résistance et de la déportation, qui se faisait en classe de seconde et de première, et où j'ai axé ma dissertation donc sur la Shoah et sur la résistance, Maquis de Safré, Poche de Saint-Nazaire, etc. Donc, il y avait un cheminement. Et puis après, j'ai eu aussi à coopérer. Ouais, on va en parler. Mais alors, c'est vrai que une place des Juifs que vous avez cachée. Quelle est la place d'Israël aussi bien chez vous que dans votre famille? Comment cette place d'Israël a pris une importance dans votre famille et chez vous? Ça a pris une importance pour la bonne et simple raison, c'est que d'abord, je suis un personnage. J'essaie d'être assez objectif, mais je suis aussi manichéen. Donc, ça peut être oui, non, blanc ou noir, mais depuis cette histoire de l'indépendance d'Israël, où on donne un pays à Israël, où Israël est entouré de voisins qui veulent non seulement chasser les Israéliens de chez eux, mais qui veulent la disparition d'Israël, etc., ça interroge. Et quand vous vous interrogez et que vous dites, bon, sont-ils chez eux? Oui, non, oui, puisque ça leur a été donné et que c'est le peuple ancestral et le berceau du monothéisme et que, quelque part, les Juifs sont nos parents à nous tous. C'est quand même on peut pas penser que ces gens qui ont donné beaucoup de choses à notre civilisation puissent être des homeless de la civilisation. Donc c'est cette réflexion qui m'a beaucoup apporté. Et puis jusqu'à maintenant, je m'accompagne de votre communauté, par exemple. Ouais. Tout en restant quand même très attaché à votre histoire familiale, à votre religion, etc. Bien sûr. Et puis mon histoire familiale est très croisée avec celle de la religion juive. Peut-être que je vais en faire bondir certains. Mais pour moi, dans le monde, malheureusement, tristement, vous avez eu 4 génocides. Le génocide juif, le génocide arménien, le génocide rwandais et le génocide vendéen. Vendéen, en 1793. Plus de 200 000 morts en Vendée, et la Vendée ne comptait que 450 000 personnes. Donc, voilà, on a des croisés, malheureusement, de génocidés. Ouais. Et moi, mon berceau, c'est la Vendée. C'est une histoire commune Bien sûr. Qui fait... voilà. Et alors, votre soutien, on va dire, à Israël a été aussi... d'une façon aussi très sur le terrain, on va dire, puisque... Je crois qu'on peut dire ça, oui. Vous avez été vraiment sur le terrain, puisque vous avez une histoire pendant la guerre du Liban, très intéressante, qui vous est arrivée presque par hasard, on va dire. J'étais sur le terrain pour sécuriser un gros groupe industriel du CAC 40,
qui voulait exfiltrer, bien évidemment, ces cadres d'un très gros groupe français qui distribue de l'oxygène. Je ne vais pas faire de publicité. Et j'ai besoin d'exfiltrer ces gens-là. Et effectivement, dans le cadre de la guerre qui régnait pour les raisons qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais en tout cas, moi, je les connais. Il y avait le bombardement de ces quartiers sud qui ont été terminés ces derniers... C'était à Beyrouth. C'était à Beyrouth, oui, exactement, sur le quartier donc chiite de Beyrouth. Et puis, petit à petit, les gens se sont rendus compte que... Moi, en ce qui me concerne, j'étais sur la ligne verte, sur le quartier de Bahabda. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un transfert, c'est-à-dire que beaucoup de maronites, de catholiques orthodoxes, étaient donc dans le quartier Est, et puis sont partis souvent parce que binationaux pendant la guerre, donc français et libanais sont partis. Et il y a eu un transfert, c'est-à-dire que les chiites ont occupé les appartements maronites de telle sorte à ne pas être bombardés. D'accord. Moi, j'avais besoin d'exfiltrer mes gens d'Air Liquide. La Beka était fermée, il fallait remonter jusqu'à Damas. J'avais besoin d'un petit soutien d'Israël pour amener tout le monde, avoir une fenêtre météo pour pas être bombardé avec mes maronites. Et Israël avait besoin de savoir où passaient les chiites dans le quartier maronite. Donc, ces gens du Hezbollah, que j'exècre tout particulièrement, eh bien, prenaient les appartements des maronites et nous targetions ces appartements tout nouvellement repris et nous donnions les informations à qui de droit. Non, c'est vraiment un engagement pour Israël que vous n'auriez pas spécialement dû faire. C'est-à-dire que ce n'était pas obligatoire. Vous auriez pu répondre à Israël, bah non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de me mettre en danger. Mais vous l'avez fait quand même. Je trouvais il fallait accepter cette opportunité de se rendre service l'un à l'autre parce que nous allions dans le même sens de l'histoire. Alors, une question on voit votre engagement très profond, que ce soit pour les Juifs, pour Israël. Est-ce qu'il y a eu un changement le 7 octobre par rapport à votre engagement et par rapport à votre soutien à Israël? Alors, au risque de soulever certaines polémiques, en ce qui me concerne, il n'y a pas eu de changement. Ça n'a fait qu'encourager ma progression, à me dire mais c'est quand même injuste ce genre de choses. Et vous savez ce que je me suis dit en cet octobre funeste? Je me suis dit, ils ont intérêt de faire vite derrière. Parce que dans 6 mois, eh bien, ceux qui auront tué, ce seront les Israéliens. Vous voyez ce que je veux dire? Le renversement de l'histoire. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui s'est passé. Je l'ai dit autour de moi. Je l'ai dit. Les Israéliens ont intérêt de faire vite, parce que là, tout le monde allume des cierges sur le bord de fenêtres, etc. Ouais. Mais vous savez à quel point... Ça n'a pas duré 6 mois, d'ailleurs. Même pas 3 mois. Mais vous savez à quel point l'humanité est hypocrite. Et 3 mois après, et voilà, c'était vous qui étiez montré du doigt. Ouais. Alors, comment vous l'avez vécu, justement? Vous avez vu ce changement, enfin, peut-être pas un changement, mais en tout cas... cette haine d'Israël qui s'est développée dans certains partis même, en France, on en parlera aussi. Comment vous l'avez vécu? Je le vis comme une continuité d'une haine ancestrale et de la mollesse de certains pays qui laissent s'installer cette haine ancestrale, qui se laisse bouffer. Je disais pas plus tard qu'hier sur un média, je disais la chose suivante. La grande différence entre la France et Israël. Israël, vous avez 5 pays qui vous en veulent mortellement, mais sont à vos frontières. Nous, l'ennemi, il est à l'intérieur du pays en France maintenant. Et effectivement, on est en train de se poser un certain nombre de questions. On fustige Israël, etc., etc. Pour la plupart de certains partis de gauche en France, mais ils ne se rendent pas compte que demain, les gens viendront frapper à leur porte et leur demanderont de foutre le camp avec la valise ou le cercueil, comme ça nous est arrivé quand nous étions colons en Algérie. Ouais. C'est-à-dire que le danger n'est pas seulement pour la communauté juive, mais aussi pour les autres, pour les Français. Mais bien sûr, la communauté juive, effectivement, est je dirais, dans l'œil du cyclone, quelque part, on le sait. Prenons le cas, on ne va pas utiliser la langue de bois. Si LFI passe demain en France... bien, les Juifs sont la cible
ma véritable cible. N'oubliez pas, quelquefois, on dit par exemple, on parle des nazis d'Adolf Hitler, la droite de la droite, mais c'était la gauche, NSDAP, National Socialist Deutsche Arbeit Party. Les fils sont de gauche, les grands partis totalitaristes de Staline et tout, les programmes, etc., qui menaçaient les juifs étaient de gauche. La plupart et c'est ce qui est l'histoire se rejoue. Donc oui, soyons vigilants. Et les Français aujourd'hui, moi je dis que certains hommes politiques français pourraient être accusés de complicité passive pour l'instant, compte tenu de... Parce qu'ils ne font pas suffisamment justement pour se protéger de ce danger. Parce qu'ils ne protègent pas le peuple. Et dans le peuple français, il y a le peuple juif aussi. Ouais. Beaucoup de juifs sont français, vous le savez comme moi. Bien sûr. Donc oui, on ne fait pas ce travail de danger. On met le peuple en danger pour des raisons électorales. Voilà, moi je souhaite, pardon. Oui. Non, on reviendra sur ça peut-être tout à l'heure, mais il y a un autre sujet qui est très important qui concerne aussi Israël, et c'est le rapprochement entre Israël et les pays africains. C'est quelque chose aussi qui vous intéresse beaucoup. Pourquoi là aussi vous avez décidé aussi d'agir, de faire des choses dans ce sens-là? J'ai décidé d'agir dans ce sens-là parce que Israël a par le passé été très très présent en Afrique, et pas seulement pour les siens. Hein. Je pense à Addis Abeba, donc les Juifs qu'Israël est allé chercher avec des opérations extrêmement intéressantes et extrêmement courageuses. Mais Israël a fait aussi beaucoup pour l'Afrique, et notamment pour la paix en Afrique. Quelquefois pour les rapprochements ethniques, avec des moyens technologiques, des moyens humains, etc. Toujours dans la discrétion. C'est quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, Israël intervient toujours en grande discrétion dans la consensualité et le rapprochement des peuples en Afrique. Et comment voulez-vous qu'on puisse refuser à des gens qui, chez eux, ont irrigué le désert, de venir aider l'agriculture pour donner à manger aux Africains? On n'a pas toujours... on mesure pas toujours l'importance qu'Israël a eue dans certains pays d'Afrique. Et par contre, c'est vraiment quelque chose une importance capitale pour certains pays, surtout au niveau de l'agriculture, de l'eau, etc. Ils ont apporté des technologies incroyables. Mais on le voit... je pense à un de mes amis, d'ailleurs, à Berkowitz, qui est actuellement très présent sur Madagascar, où il va y avoir vraisemblablement une coopération extrêmement active entre Madagascar et Israël. Et le nombre de Malgaches qui sont revenus vers nous en disant nous, Israël, il y a eu des grandes missions il y a très longtemps entre Israël et Madagascar, et on attendait que le retour d'Israël. Ouais. Alors, c'est un apport technologique aussi, mais il y a aussi, je crois, un rapprochement et un lien concernant la religion qui est très important aussi. Un lien spirituel aussi qui est important. Est-ce qu'on le voit encore aujourd'hui? Oui, la spiritualité, c'est le dernier gage de savoir garder les civilisations calmes. C'était le premier, ce sera le dernier. La spiritualité, elle orchestre le monde. Quand il n'y a plus rien à faire, quand les gens se mettent sur la figure pour des raisons de religion, quelque part en prenant du recul, la spiritualité vient à l'aide des religions et elle est capable d'instaurer le calme à nouveau. Et ça, vous le voyez aussi? Vous le voyez, que ce soit sur les pays africains? Bien sûr. Et en Europe? Mais vous savez, l'Europe, je ne vais pas, excusez-moi l'expression, je vais être un peu vulgaire, mais pour un vieux con peut-être. Mais l'Europe, à force de rechercher une spiritualité, de s'inventer une spiritualité qui n'est pas, à force une fausse religion. Une fausse religion, la religion du faux semblant, entre autres. Eh bien, on passe à côté de certaines choses qui existent depuis des millénaires. Cette source d'inspiration, qu'elle soit déiste ou non, mais cette spiritualité, elle peut être maçonnique, elle peut être religieuse. Mais en tout cas, elle nourrit. Elle nourrit non pas l'intelligence de l'homme, mais la culture de l'homme. Et la culture sert à s'agir la conscience. Alors, où on en est aujourd'hui avec les relations entre les pays africains et Israël? Est-ce que vous voyez, vous, un renouveau quelque part?
Oui, je vois un renouveau quelque part et je sais que j'interviens sur certains pays africains pour qu'Israël puisse reprendre une place que d'autres ont désertée. Et puis une place dont d'autres voudraient s'emparer. Ouais. Aujourd'hui, on est une espèce dans la géopolitique, on est un tripode quelque part en Afrique. Vous avez les Russes, avec ce que fut Wagner et Prigojine. Bon, maintenant c'est Afrika Korps, mais qui sont là, qui prennent le terrain, qui prennent l'argent, qui prennent beaucoup de choses et qui laissent peu, en fait. Ouais. Je pense que les Africains resteront locataires de leur propre sol si on continue comme ça avec la Russie. Vous avez les États-Unis qui tentent de s'engager, qui viennent et qui repartent. Et on a l'impression que les États-Unis ont du mal avec la culture orale, la culture africaine. Et puis dans ce tripode, on avait avant la France, mais la France est partie parce que comme on fait très souvent, la culpabilisation nous a chassés. Ouais. Maintenant, c'est bien pire que ce que la France faisait. La France, par exemple, en Algérie, qu'est-ce que faisait la France ? Elle ne faisait que faire des stades, des autoroutes, enfin plein de choses qu'on ne connaît plus maintenant. On a été accusés de faire le bien des autres, quoi. Ouais. Parce que de temps en temps, il faut mettre les pieds dans le plat, bordel de merde, quoi. On était accusés de faire le bien des autres. Bon, alors maintenant, voilà, on abandonne l'Afrique mais elle ne nous abandonne pas. On les voit par millions arriver chez nous. Ouais. On les accueille. Mais on aimerait bien pouvoir accueillir ceux qui sont accueillables et pas ceux qui vont nous remplacer. Et ça, c'est pour l'Afrique. On va passer à la France. Et puis la France aujourd'hui, et le sujet ici. Alors, vous parliez des relations entre les pays africains et Israël, où vous voyez un renouveau. Comment vous voyez les relations entre la France et Israël ? Est-ce que vous avez été là aussi déçu de ce que le président Macron, la France, fait par rapport à Israël ? Alors très clairement, je n'ai pas été du tout déçu par le président Macron parce que depuis le début, j'ai toujours pensé ce qu'il était. Donc personnellement, moi, si d'aventure j'avais donné mes convictions, je dirais que je suis plutôt retailliste, Bruno Retailleau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais non, Macron, on savait tous qu'avec... on n'a jamais établi un monde avec du en même temps. Donc de temps en temps, il faut avoir des positions fermes. Et dans ce en même temps, on a bien compris qu'il allait là où allait le nouvel électorat. Le nouvel électorat, c'est celui qu'on a favorisé depuis 3 générations, qui est venu en France. Et croyez-le bien, c'est pas l'électorat israélien ou juif. Ou juif. Clairement. Donc, voilà. Donc, vous n'êtes pas déçus et ça vous étonne pas non plus? Non, ça ne m'étonne pas non plus. Je pense que le président Macron, il agit pour son compte, pour son parti qu'il a monté. Il a voulu déstructurer la politique française et ce qu'on appelait les mouvements classiques. Bon, maintenant, on ne sait pas trop où on en est. En fait, c'est plus de la manœuvre que de... Il n'est pas dans la cohésion sociale, en tout cas en ce qui concerne véritablement la France. Et si on parle des Juifs... je ne vais pas dire que c'est le dernier de ses soucis, parce que je vais peut-être me retrouver au tribunal, mais je ne pense pas que ce soit son sujet premier. Alors justement, on va peut-être terminer avec ce sujet. C'est un sujet qui nous inquiète, nous particulièrement en Israël, mais aussi, bien sûr, la communauté juive de France, et l'antisémitisme qui, depuis le 7 octobre, a augmenté d'une façon fulgurante. Comment vous voyez les choses, vous, par rapport à ça aussi? On a donné un quitus à l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'après le 8 octobre, tout le monde était juif dans les 2-3 mois. Tout le monde était juif. Et puis après, il ne fallait pas être grand clair pour savoir ce qu'il allait en advenir. Après, bien évidemment, les choses se sont retournées. Parce que aujourd'hui, on peut pleurer et les gens sont autour pour pleurer. Mais si vous voulez restaurer votre honneur, si vous voulez mettre des barrières, si vous voulez que ça ne recommence pas, vous n'êtes pas habilité à prendre les mesures pour le faire. Et ça, c'est triste. Et donc, les gens qui ont subi, ne peuvent pas demain être respectés dans leur deuil, faire le nécessaire pour sécuriser leurs frontières, etc. Les Juifs, j'ai l'impression que c'est d'une certaine façon le peuple de l'histoire et le peuple que l'histoire ne peut pas s'empêcher de maudire. Parce que
cette intelligence, cette force, cette avancée, cette envie d'aller de l'avant, cette capacité à toujours se refaire. Et là, quand je vais mettre en place les voiles de la paix, je veux partir d'un port breton et venir jusqu'à Yafo, être reçu peut-être par le maire de Jérusalem. Je ne demande pas le Premier ministre. Bon, je sais que l'un et l'autre sont pas toujours en concorde. Ça dépend quand vous venez en plus. Oui, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'ai une admiration pour le Premier ministre israélien. C'est comme ça. Mais je voudrais, moi, passer devant ces endroits où des flottilles, des maigres embarcations étaient là pour foutre la merde. Moi, je veux venir avec ma flotte, avec l'air croix et l'étoile de David sur la voile, et arriver jusqu'au port de Yafo et être reçu, et qu'on festoie ensemble, les chrétiens et les juifs. Et là, vous serez reçu, hein, je vous rassure, on ne va pas vous renvoyer. Oui, j'espère bien. Bah, oui. Pour terminer quand même, une question qui personnellement, qui me fait réfléchir. Le discours que vous avez, on ne l'entend pas en France. Et on entend un discours, comme on dit, LFI, l'antisémitisme, etc. Mais est-ce que ça représente une partie de la France qui est silencieuse et qui ne fait pas parler d'elle? Vous voulez dire cette France qu'on n'entend pas avoir les propos que j'ai à l'instant? Oui. Parce qu'on ne les entend pas pratiquement, ces propos. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui ont peur. Il y a beaucoup de Français qui ont peur, qui ont été... on leur a dit, il faut tolérer, il faut accepter. Et à force de tolérer et à force d'accepter, vous devenez lâche. Vous devenez lâche. Vous savez, si on se replonge dans l'histoire, pour les Juifs de Pologne et des ghettos, au début, c'était plus facile d'accepter que de combattre. Ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et quelque part, on a ce syndrome de Stockholm. Vous voyez ce que je veux dire, quelque part. Et il y a les peuples qui ont cette capacité à agir. Ce qu'est le peuple juif. Il subit, il ploie, mais ne rompt pas. Je ne sais pas ce que va devenir cette France aujourd'hui. Cette France qui accueille, mais n'en peut plus l'accueillir. Et qui, en réalité, ne fait pas les choses pour les gens qui feraient pour elle. En fait, on est obligé aujourd'hui de subir quelque part, et on va me fustiger, mais la loi du martyr. C'est-à-dire qu'on accepte les choses pour ne pas se faire mettre sur le coin de la figure. Vous voyez, moi, je ne suis pas de cette France-là. Pour terminer, vous savez, l'hymne israélien, c'est la Tikva, l'espérance. Oui. Il y a quand même un côté d'espérance que vous avez pour la France, un côté optimiste. La seule espérance que je puisse avoir pour la France, c'est de se dire que dans ce monde, tout est cyclique et que ça passera. Mais si vous me demandez quelle est mon espérance à moi, c'est je me battrais pour mon pays si demain il advenait que ça aille mal. Et 2, si j'avais de me retirer, être en exil, comme l'était le général de Gaulle, toute proportion gardée évidemment, je choisirais vraisemblablement Israël ou l'Afrique du Sud pour être accueilli. Très bien. Écoutez, on ne vous le souhaite pas de partir, mais en tout cas, si ça arrive, vous êtes le bienvenu ici. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Mais merci de m'avoir accueilli.